Et si la guerre à Gaza touchait enfin à sa fin? Donald Trump vient de dévoiler un plan en 20 points qui pourrait tout changer. Mais entre les déclarations officielles et la réalité sur le terrain, la situation reste explosive. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le sujet incontournable de l'actualité du jour. Alors comme je le disais, ce plan pourrait marquer un tournant majeur dans le conflit qui déchire Gaza depuis octobre 2023. Mais attention, entre ce qui est annoncé et ce qui se passe réellement, il y a un monde. Décryptage complet. Trump dévoile un accord de paix ambitieux pour mettre fin à la guerre. C'est depuis la Maison-Blanche, au cœur de Washington, que le président américain a présenté lundi son initiative de paix devant Benjamin Netanyahou. Ce document en 20 points vise à mettre fin à l'un des conflits les plus meurtriers de ces dernières années. L'objectif affiché, stopper immédiatement les hostilités et ouvrir la voie à une résolution durable. Le premier pilier de cet accord est sans équivoque, dès l'acceptation par les deux parties, les combats doivent cesser instantanément. Cela signifie concrètement l'arrêt total des opérations militaires israéliennes, y compris les bombardements massifs qui ont ravagé la bande de Gaza ces derniers jours. Une fois le cessez-le-feu effectif, le Hamas disposerait de 72 heures pour libérer l'ensemble des otages israéliens, qu'ils soient vivants ou décédés. Selon les autorités israéliennes, 47 personnes demeurent captives sur les 250 et une kidnappée lors des attaques du 7 octobre 2023. Parmi elles, une vingtaine seraient encore en vie. En contrepartie, Israël s'engagerait à libérer 250 détenus palestiniens condamnés à perpétuité, ainsi que 1700 Palestiniens emprisonnés depuis les événements tragiques du 7 octobre. Toutefois, aucun calendrier précis n'a été communiqué pour ces libérations. Une gouvernance transitoire pour reconstruire Gaza, la question cruciale de l'administration future du territoire, constitue l'un des aspects les plus sensibles de ce plan. Selon la proposition américaine, Gaza serait placée sous l'autorité d'un comité palestinien transitoire, duquel le Hamas serait explicitement exclu. Cette instance temporaire fonctionnerait sous la supervision d'un Conseil international de la paix présidé par les États-Unis. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair se verrait confier un rôle clé dans ce dispositif. L'ambition affichée serait de maintenir cette gouvernance transitoire pendant toute la période de reconstruction, jusqu'à ce que l'autorité palestinienne soit jugée suffisamment réformée pour reprendre les rênes du pouvoir. Cette autorité, actuellement dirigée par Mahmoud Abbas, représente officiellement l'État de Palestine dans diverses instances internationales et gouverne déjà la Cisjordanie, l'autre territoire palestinien où la colonisation israélienne s'est intensifiée ces derniers mois. Un élément particulièrement notable du plan concerne l'amnistie proposée aux membres du Hamas. Ceux qui accepteraient de rendre les armes et de reconnaître une coexistence pacifique avec Israël ne seraient pas poursuivis pour leurs actions passées. Cette disposition controversée vise manifestement à encourager la désescalade. Des garanties pour la population civile, du moins sur le papier, le texte présenté par l'administration Trump contient des engagements explicites concernant les civils palestiniens. Le document stipule clairement qu'aucun habitant ne sera contraint de quitter Gaza, tout en garantissant la liberté de mouvement pour ceux qui souhaiteraient partir et revenir. En théorie, cette clause écarte les projets évoqués par certains ministres d'extrême droite du gouvernement israélien, qui avaient menacé de procéder à des déplacements forcés de population. Paradoxalement, ce plan semble également contredire les déclarations antérieures de Trump lui-même, qui avait évoqué il y a quelques mois la possibilité d'un départ massif des Palestiniens et la transformation de Gaza en une sorte de Riviera française. Cette vision avait été illustrée par une vidéo générée par intelligence artificielle montrant Trump et Netanyahou sur une plage luxueuse, suscitant une vague d'indignation internationale. S'agissant de l'aide humanitaire, le plan exige qu'elle puisse affluer sans entrave vers la bande de Gaza par l'intermédiaire des Nations Unies, de ses agences spécialisées et du Croissant Rouge. Cette clause intervient dans un contexte dramatique, plus de 66 000 Palestiniens ont perdu la vie depuis octobre 2023 selon le ministère de la Santé de Gaza. Ce bilan, bien que contrôlé par le Hamas, est considéré comme largement fiable, voire sous-estimé, par de nombreuses organisations non gouvernementales présentes sur le terrain. Une catastrophe humanitaire qui s'aggrave de jour en jour, la situation sur place demeure absolument catastrophique. La famine tue quotidiennement dans l'enclave palestinienne. Les autorités locales rapportent que 453 personnes sont mortes de faim à ce jour, dont près de 150 enfants. Ces chiffres glaçants témoignent d'une crise humanitaire d'une ampleur exceptionnelle. Pourtant, un point crucial du plan reste dans le flou le plus total. Aucune échéance n'a été fixée pour le retrait des troupes israéliennes, qui occupent actuellement une portion significative de la bande de Gaza et continuent d'y progresser en ce début de semaine. Cette absence de calendrier pose immédiatement question, d'autant que mardi, Benjamin Netanyahou a déclaré que l'armée israélienne maintiendrait sa présence dans la majeure partie du territoire gazaoui. Une affirmation qui semble directement contredire l'esprit du plan présenté par Trump. Le texte n'exclut pas totalement, du moins en théorie, la création future d'un État palestinien, bien que cette perspective ne figure manifestement pas parmi les priorités de l'administration américaine actuelle. Netanyahou lui-même a tenu à préciser dans une vidéo diffusée sur Telegram que le principe de reconnaissance de la Palestine n'apparaît nulle part dans l'accord.
De même, le document reste muet sur l'avenir de la Cisjordanie occupée, ce territoire palestinien qui continue d'être colonisé de manière illégale selon l'Organisation des Nations Unies. Des réactions contrastées et des zones d'ombre persistantes, le Premier ministre israélien a officiellement apporté son soutien à cette initiative, affirmant qu'elle permettrait de mettre fin à la guerre tout en atteignant les objectifs militaires fixés par son gouvernement. Néanmoins, il a assorti son approbation de nombreuses nuances et a lancé un avertissement sans ambiguïté si le Hamas refusait le plan ou tentait de le bloquer. Israël finirait le travail dans la bande de Gaza. De son côté, Donald Trump a assuré à Netanyahou qu'il bénéficierait d'un soutien total en cas de rejet du plan par le Hamas. L'initiative a reçu un accueil favorable de plusieurs nations européennes, notamment la France et l'Italie, ainsi que de pays arabes comme l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Jordanie. Même l'Espagne, l'un des rares pays européens à avoir évoqué un possible génocide à Gaza, a globalement soutenu la proposition. L'autorité palestinienne a salué ce qu'elle considère comme des efforts sincères et déterminés de l'administration américaine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties à accepter cette proposition. Le plan a été transmis aux négociateurs du Hamas par le Qatar et l'Égypte. L'organisation palestinienne a promis d'examiner le document de manière responsable. Trump a donné 3 à 4 jours au Hamas pour répondre, ce qui signifie qu'une décision devrait intervenir très rapidement. Des compromis déséquilibrés qui interrogent les experts. Toutefois, l'acceptation du plan par le Hamas reste hautement incertaine. Le document inclut des exigences que l'organisation a systématiquement refusées par le passé, notamment son retrait complet du pouvoir et son désarmement total. De nombreux experts soulignent que le texte actuel ne contient aucun compromis majeur de la part d'Israël. Selon le New York Times, l'accord offre à Benjamin Netanyahou une grande partie de ce qu'il souhaite. Le Jérusalem Post, média israélien de référence, va même plus loin en affirmant que le Premier ministre n'avait finalement pas d'autre choix que d'afficher publiquement son soutien au plan. La raison ? Les États-Unis demeurent l'allié historique et peut être le dernier soutien puissant du gouvernement israélien sur la scène internationale. Cette analyse suggère que Netanyahou se trouvait dans une position où refuser aurait été diplomatiquement impossible, même si ses nombreuses réserves, notamment concernant la présence militaire israélienne, pourraient constituer des obstacles insurmontables lors des négociations avec le Hamas. La situation demeure d'autant plus tendue qu'il y a quelques semaines à peine, Israël a bombardé Doha au Qatar dans une tentative d'éliminer des dirigeants du Hamas impliqués dans les négociations. 16 ans après, le crash du vol Rio-Paris devant la justice. Sur le front judiciaire, un procès historique s'est ouvert lundi à Paris. 16 ans après la tragédie du vol Rio-Paris qui a coûté la vie à 216 passagers et 12 membres d'équipage, Air France et Airbus comparaissent en appel pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Paris à Rio de Janeiro s'était abîmé dans l'Atlantique après avoir été pris dans un orage givrant en pleine nuit. À bord de cet Airbus A330 se trouvaient notamment 72 Français, 58 Brésiliens et une trentaine de personnes d'autres nationalités. Air France est accusé de n'avoir pas mis en place une formation adéquate des pilotes pour les situations de givrage des sondes pitot, instruments cruciaux qui mesurent la vitesse de l'appareil, et d'avoir insuffisamment informé ses équipages. Airbus, de son côté, est poursuivi pour avoir sous-estimé la gravité des défaillances de ces sondes et pour n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires afin d'alerter en urgence les compagnies aériennes. Les deux entreprises contestent fermement ces accusations. Un premier procès en 2023 s'était soldé par une relaxe, les juges estimant qu'il n'était pas établi avec certitude que les négligences reprochées avaient causé l'accident. Le procès en appel doit durer jusqu'au 27 novembre. Chaque entreprise encourt une amende de 225 000 €. Précarité étudiante, des chiffres alarmants qui interpellent. En France, une étude récente menée par l'IFOP et l'association Copen révèle une réalité glaçante. Près de la moitié des étudiants vivraient avec moins de 100 € par mois une fois le loyer et les charges payées. Cette enquête, réalisée auprès de 800 personnes représentatives de la population étudiante française, met en lumière une précarité qui touche particulièrement les étudiants isolés ou internationaux ne percevant pas de bourse. Les résultats sont édifiants, un étudiant sur 3 a déjà été contraint de sauter des repas et 40% ont renoncé à chauffer leur logement durant l'hiver par manque de moyens financiers. Pour survivre, 70% des étudiants doivent ajuster leurs achats, privilégier les produits discount ou réduire drastiquement le gaspillage. Parmi les causes de cette précarité croissante figurent l'inflation galopante et l'explosion du coût du logement. Ces difficultés matérielles fragilisent également la santé mentale et physique des étudiants. La précarité, combinée à la fatigue et à l'isolement, représente un risque réel d'abandon des études. Des ressources d'aide sont disponibles pour les personnes concernées. L'Afghanistan plongé dans le noir numérique total. En Afghanistan, toutes les communications, qu'il s'agisse d'Internet ou de téléphonie mobile, sont coupées depuis lundi. Cette mesure drastique a été ordonnée par les talibans, ce groupe islamiste considéré comme terroriste par de nombreux pays et au pouvoir depuis 2021, officiellement pour lutter contre le vice de la population. Début septembre, les talibans avaient déjà bloqué l'accès à Internet haut débit dans plusieurs provinces,
Mais c'est la première fois depuis leur retour au pouvoir que l'ensemble des communications sont interrompues dans tout le pays. 9000 pylônes de télécommunications ont été mis hors service dans la nuit du lundi au mardi 30 septembre. Cette coupure devrait durer jusqu'à nouvel ordre, selon un responsable taliban ayant requis l'anonymat. Depuis août 2021, les talibans multiplient les violations des droits humains et imposent des restrictions sévères à la population en appliquant une interprétation extrêmement rigoriste de la loi islamique, la charia. Trump veut taxer massivement le cinéma étranger. Sur le front économique, Donald Trump a annoncé sur son réseau Truth Social vouloir imposer une taxe de 100% sur les films produits hors des États-Unis. Le président américain estime que l'industrie cinématographique de son pays a été volée par d'autres nations. Un exemple illustre le paradoxe de cette position. En 2023, 75% des films tournés au Canada étaient en réalité produits par des entreprises américaines. Pour l'instant, aucune date d'application n'a été précisée pour ces nouvelles taxes, mais ce n'est pas la première fois que Trump s'attaque à ce secteur. En mai dernier, il avait déjà proposé d'instaurer des droits de douane sur les films produits à l'étranger, accusant les pays étrangers de tenter d'attirer les cinéastes loin des studios américains. Les studios et syndicats professionnels avaient alors réagi en indiquant préférer bénéficier d'avantages fiscaux favorisant la production audiovisuelle américaine plutôt que de voir s'ériger des barrières douanières. Nekfeu placé en garde à vue pour des accusations graves. Enfin, dans l'actualité judiciaire française, le rappeur Nekfeu a été placé en garde à vue lundi pour des accusations de viol, d'agression sexuelle et de violence habituelle sur conjoint. L'artiste de 35 ans a été convoqué au commissariat du 15e arrondissement de Paris pour être auditionné. Cette convocation fait suite à une plainte déposée le 5 mars dernier par son ex-compagne pour des faits de viol et de violence, selon le quotidien Libération. Elle aurait fourni des messages textes démontrant des comportements violents de la part du rappeur. Il s'agit de la 4e procédure visant Nekfeu, une plainte pour viol, une autre pour harcèlement et une dernière pour violence sur ex-conjoint en présence d'un mineur. Les 3 précédentes ont été classées sans suite, faute de preuves suffisantes selon la justice. Le rappeur a toujours clamé son innocence et a lui-même engagé plusieurs procédures contre son ex-compagne pour non-représentation d'enfants entre 2022 et 2024. Cette dernière a d'ailleurs été condamnée à 2 mois de prison avec sursis en janvier 2025 pour ce motif. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité. Entre le plan de paix pour Gaza qui soulève autant d'espoir que de questions, la crise à Madagascar, le procès historique du vol Rio-Paris, la précarité étudiante alarmante, le blackout numérique en Afghanistan, les nouvelles taxes de Trump sur le cinéma et l'affaire Nekfeu, cette journée aura été chargée en informations cruciales. Si vous voulez rester informé au quotidien sur l'actualité décryptée et analysée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actualité. À très bientôt.